Bonjour, bienvenue à cette rencontre, bienvenue à nos intervenants. Santé ou économie, le dilemme impossible, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est une question qui nous a accompagnés toute cette année et auquel on va essayer de répondre avec nos invités. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, pour ceux qui nous suivent à distance, on aura une session de questions-réponses après les premières interventions. Donc vous pouvez, pendant la première partie du débat, poser vos questions et on vous donnera la parole ici en présentiel ou à distance. Je laisse Natacha Valla, membre du Cercle des économistes, présenter cette session. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou derrière vos écrans. Nous avons prévu une session effectivement sur la santé qui s'emboîte bien avec la précédente. Pour ceux qui étaient là sur la session précédente, comment préparer les systèmes de santé aux épidémies de demain. Et on va parler à présent du lien, de l'opposition, ou peut-être pas de l'opposition, mais de la symbiose entre les développements économiques et la gestion des crises de santé. Et en réalité, on intervient, évidemment, c'est un sujet qui occupe tous les esprits, qui nous a perturbé nos vies professionnelles, personnelles depuis quasiment 2 ans maintenant. Mais ce que j'ai souhaité pour la structuration du débat, c'est aborder cette question au-delà de la gestion au quotidien et des réponses immédiates qui ont été données, du jugement immédiat qui a été donné sur les réponses de politique économique et de politique publique face à des crises pour lesquelles on n'était pas préparé. J'aimerais énoncer 3 idées. Et comme j'ai très peu de temps, je vais les énoncer très vite et sans développer. Mais vous en ferez ce que vous voulez et je pense que les intervenants rebondiront dessus. La première dimension, c'est une dimension qui m'a frappée assez fort, et d'autant plus fort que je travaille maintenant à Sciences Po dans un environnement où je suis très exposée aux nouvelles générations. Il est très vite apparu qu'une certaine opposition intergénérationnelle se faisait jour, où on a dit finalement on sacrifie les jeunes pour préserver la santé des vieux, on impose des contraintes illégitimes sur une génération pour des gains en santé qui sont incertains. Et moi j'aimerais remettre en cause cette perspective-là, ou en tout cas l'analyser à la lumière du recul dont on dispose déjà. Chacun de son côté de cette problématique. Est-ce que l'antagonisation des générations dans la gestion de cette crise est inéluctable ? La deuxième question, c'est finalement une façon de remettre en cause le titre qu'on vous a proposé pour la session, qui est quand même « Santé ou économie, un dilemme impossible ». Est-ce que c'est vraiment un dilemme ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ou est-ce qu'un jour on pourra dire, avec le recul, encore une fois, de tout ce qui a été rendu possible en termes de comportement collectif, en termes de politique publique, mais aussi d'ajustement des acteurs privés, que ce soit les entreprises, au niveau de l'agilité de l'organisation du travail, au niveau des développements de la productivité, des améliorations sur certains secteurs, de la difficulté qui est apparue dans d'autres. En tout cas, dans ces effets de composition, est-ce qu'on ne peut pas considérer que quelque part, on a semé les germes, on a mis en germe des gains de productivité pour le futur en accélérant des ajustements qui de toute façon auraient pu avoir lieu. Alors je sais très bien que tout cela est à un degré d'endogénéité très fort et que donc c'est très difficile de répondre ex ante à cette question, mais précisément du fait de cette endogénéité, ça vaut le coup de se poser la question aujourd'hui. Et puis le troisième point, c'est un point qui est sans doute assez lié à ce qui a été discuté dans la session précédente, c'est quelles leçons sur les politiques de financement public, de la recherche et du développement dans la santé. Je sais qu'on a des invités qui sont tout à fait appropriés pour aborder cette thématique-là. Sachant qu'il y a eu des épisodes, il y a eu des mobilisations de fonds publics depuis très longtemps sur la recherche et le développement fondamentaux en matière de santé, et qu'on a souvent identifié en France, comme dans d'autres secteurs, mais ça a été assez aigu dans des exemples emblématiques que je ne citerai pas, mais que vous avez sans doute en tête, par exemple dans les thérapies géniques, mais il y a aussi d'autres champs, où finalement on a eu du mal, même en ayant mis beaucoup d'argent public sur la table, à faire grandir nos entreprises et à mettre en application cette recherche fondamentale sur laquelle on avait été capable de produire des vraies réponses, des vrais résultats, des vrais outils
qui avait un enjeu de scalabilité, donc de taille, et un potentiel industriel absolument majeur. Donc je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai épuisé mes minutes de temps de parole et je rends la parole pour le débat qui s'ouvre. Merci. Merci Natacha. Donc merci pour ces pistes. On va essayer de répondre aussi en prenant ces quelques questions que vous avez rajoutées. Notre premier invité est à distance. Vous le connaissez, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, parce qu'il a été extrêmement présent dans les médias cette dernière année. C'est le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l'Institut Pasteur. C'est à lui que je voudrais poser la première question qui est finalement, comme vient de le rappeler Natacha Valla, est-ce que cette question santé ou économie est une question qui met en opposition de choses qui finalement pourraient ne pas être si en opposition? Est-ce que, professeur Fontanet, est-ce qu'on doit vraiment choisir entre santé et économie comme on nous a dit pendant cette crise? Bien, bonjour, donc merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et désolé de le faire à distance. Je vous répondrai de façon assez catégorique que pour moi, il n'y a pas du tout d'opposition. On est vraiment, santé et économie vont de pair. Alors, il y a des éléments chiffrés qui vont dans ce sens, que vous avez peut-être vu. Le Financial Times avait publié des graphiques qui montraient que les pays qui avaient finalement le mieux résisté à l'épidémie, qui avaient eu l'impact sanitaire le plus faible, étaient ceux qui, économiquement, s'en étaient également le mieux sortis, où les baisses de PIB avaient été les plus faibles. Donc ça, c'est un élément qu'on observe. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette épidémie qui a été difficile à réaliser, c'est qu'à partir du moment où vous savez que vous allez avoir une poussée épidémique, que ce soit parce que vous entrez en saison hivernale, que ce soit parce que vous avez un nouveau variant, comme on l'a eu avec le variant anglais au début de cette année, eh bien, il est important de prendre des mesures tout de suite pour empêcher la progression, plutôt qu'attendre, laisser finalement la situation sanitaire se détériorer, parce que quand vous savez qu'à terme, vous serez obligé de prendre ces mesures, eh bien finalement, vous n'aurez pas gagné de temps à laisser la situation se détériorer et vous prendrez exactement les mêmes mesures à la fin que celles que vous auriez pu prendre beaucoup plus tôt pour prévenir finalement cette crise sanitaire ou, si vous avez attendu, pour y remédier. Si on revient sur ce concept de nombre de reproduction que beaucoup d'entre vous maintenant connaissent, qui est le nombre de cas secondaires par personne infectée. Pour nous, épidémiologistes, pour contrôler une épidémie, on doit le maintenir à 1, voire le rendre inférieur à 1. Il faut que chaque personne infectée en infecte moins d'une pour que l'épidémie régresse. Si vous restez en plateau, vous avez un nombre de reproduction qui est à 1. Maintenant, les mesures de restriction que vous devez prendre pour maintenir votre nombre de reproduction à 1 sont exactement les mêmes que vous ayez 30 000 cas par jour ou que vous ayez 3 000 cas par jour. Et à partir du moment où vous avez compris ça, que les mesures vont être exactement les mêmes, quel que soit le niveau de circulation du virus, tant que vous êtes en plateau, la question évidente devient, quel gain avez-vous à être en plateau à 30 000 cas par jour, ce qui veut dire que vous aurez à peu près 300 décès par jour, plutôt que de descendre à 3 000 cas par jour, où là, vous aurez 30 décès par jour. Aucun gain. Et du coup, l'idée, c'est finalement de rester sur un plateau, puisque c'est exactement les mêmes mesures de restriction que vous appliquez, quel que soit le niveau de circulation du virus, mais rester sur un plateau où votre R est à 1 avec exactement les mêmes mesures de restriction et donc le même impact économique, mais y rester dès le début. Dès que vous avez la conviction que l'épidémie va vous échapper parce que vous êtes dans des circonstances, comme je le disais, favorables, soit parce que la saison hivernale arrive et que la circulation du virus augmente, soit parce que vous avez un nouveau variant plus transmissible qui arrive, comme le variant anglais, mieux vaut prendre les mesures tout de suite. C'est ce qu'ont fait le Danemark, c'est ce qu'a fait l'Allemagne. Et finalement, pour l'Europe, ce sont les pays qui ont eu probablement à la fois un bon bilan sanitaire et le meilleur bilan économique. Alors maintenant, je terminerai avec ça. On se retrouve aujourd'hui avec la question du variant indien, qui est un variant encore plus transmissible qui arrive. Et on pourrait se dire, puisqu'on va avoir une poussée épidémique liée au variant indien, peut-être qu'il faut reprendre les mesures dès maintenant.
Je vous aurais répondu oui s'il n'y avait pas eu la vaccination. Parce que si on prend des mesures, c'est qu'on veut éviter une surcharge hospitalière et une saturation qui va nous amener à un moment, inévitablement, à devoir ramener le pic épidémique à un niveau qui est acceptable par rapport à la mise en tension. Effectivement, avec un variant indien comme celui d'aujourd'hui, alors qu'on a vacciné la population, on pourrait avoir une épidémie de cas sans avoir une épidémie d'hospitalisation, sans mise en tension du service de santé et finalement sans impact en termes sanitaires qui justifie des mesures de restriction. Donc autant il était beaucoup plus logique pour nous en septembre dernier ou en janvier de proposer des mesures très précoces pour empêcher la montée de l'épidémie, parce qu'on savait qu'inéluctablement on finirait avec une saturation des services de réanimation, autant vis-à-vis du variant indien, c'est difficile, parce que peut-être que la vaccination, en prévenant les formes graves, sans pour autant nécessairement empêcher la circulation du virus, peut-être qu'on n'aura pas de mise en tension du service hospitalier. Observons la Grande-Bretagne, observons le Portugal, Israël, qui sont des pays qui connaissent une poussée du variant indien. Si on a une épidémie de cas sans mise en tension du service hospitalier parce que la vaccination protège contre les formes graves, alors ça passe. Si on voit malgré tout que les hospitalisations remontent, alors prenons des mesures très tôt, c'est la meilleure façon de préserver et santé et économie. Voilà le message principal que je voulais faire passer. Merci, professeur Fontanet. On est dans le vif du sujet et déjà vous avez été parfait dans le timing. Catherine Trouvet, directrice générale d'Harmonie Mutuelle. On parlait au début des leçons de cette crise en tant qu'acteur du secteur de la santé. Quelles sont pour vous les leçons que vous avez tirées jusqu'à présent de cette crise? Oui. Peut-être pour préciser d'où je parle, hein, on est effectivement un opérateur de complémentaire santé et de santé. On protège à peu près 11 millions de Français en santé et en prévoyance. Donc, moi, quand j'ai vu la question, j'ai pensé que c'était surtout les vies qu'on avait cherché à sauver et qu'à ce titre-là, la santé et l'économie ont été en deuxième préoccupation et c'est bien normal. Et à ce titre, de ce fait, on a vu apparaître de nouveaux risques pour la santé pour demain. Donc, je mets la dimension temporelle. Je pense à la santé mentale, je pense aux problèmes de prise de poids, d'obésité, notamment on commence à avoir des études pour les enfants, etc. Et voilà, la première idée que je voulais partager, c'est cette idée que la santé, elle est globale et c'est pas le soin. Et donc, on dit aujourd'hui que les soins, c'est 10% de ce que fait la santé d'une population et les 90% restants, c'est les déterminants de santé, la façon de vivre, etc. Et puis, il y a cette idée aussi du curatif et du préventif qu'on a vu apparaître très, très fort pendant cette période et M. Fontanet vient d'en parler. La deuxième chose, c'est dans le triangle qui a été évoqué dans la conférence d'ouverture entre l'État, les entreprises, la société civile. On voit effectivement que les entreprises ont été percutées et que la prise de conscience qu'on a peut-être vécue tous, c'est que l'entreprise est à la fois une cause de problèmes de santé, mais une solution, à la fois un territoire de santé et un acteur de santé, et que la performance et la santé, finalement, vont ensemble. Et on peut citer le coût de l'absentéisme, on dit que c'est plus de 100 milliards en France, je ne sais pas si les économistes vont confirmer ce chiffre, en tous les cas l'absentéisme augmente d'1% par an, on dit qu'un tiers des arrêts de travail sont causés par une maladie ou un accident du salarié et que les 2 tiers restants, c'est les convenances personnelles, donc l'enfant malade, le conjoint, l'ascendant en situation de dépendance, et puis les bad jobs dont on a parlé aussi, le mismanagement, les problèmes de burn-out, etc. Et donc on voit bien à quel point la façon dont l'entreprise va s'organiser va jouer. Et on peut citer aussi la question des enjeux d'inclusion. On a vu très bien pendant le Covid là, la question des malades chroniques. Donc il y a le secret médical en entreprise et en même temps il faut s'occuper de comment on fait en fonction de chaque situation individuelle. Et on a aujourd'hui 20% de la population active qui est atteinte d'une maladie chronique.
Et puis la dernière chose que je voudrais dire sur les entreprises, c'est que cette crise sanitaire a peut-être fait revaloriser un peu le S qu'on trouve dans RSE ou dans ESG, avec les salariés qui sont une partie prenante de premier plan, j'ai envie de dire, dans cette période où la loi Pacte et les enjeux d'impact positif se font jour de plus en plus. Et la troisième chose que je voulais partager, c'est peut-être en repartant de la société civile, de ce fameux triangle, c'est à quel point finalement la question de l'inclusion sociale, du lien social, des réseaux de solidarité a montré son importance déterminante par rapport à la santé. Christine Lagarde nous a même parlé de faire société, alors ça nous a amusés parce que c'est plutôt une terminologie mutualiste habituellement, donc voilà, les temps changent. Et donc, par rapport à tous les enjeux de santé mentale, on voit bien que la question du temps, de l'attention, de la sécurité, c'est-à-dire de l'appartenance à un réseau, à une communauté, est absolument déterminante. Et ça, c'est des convictions qu'on a de longue date. Donc, pour ne pas être trop longue, moi, ce que j'ai envie de dire, ce qu'on a commencé à poser comme bilan, c'est finalement que la santé des personnes et la santé de la société, c'est le même sujet. Et que finalement, au-delà de santé et économie, j'ai envie de dire que le cercle vertueux, il s'enrichirait bien avec cette notion d'extra-financier, d'extra-économique, et justement qu'on essaie de commencer à valoriser aujourd'hui, mais qui est absente de beaucoup d'éléments de comptabilité aujourd'hui et qui a besoin d'être valorisé. C'est Jules Baudet qui en parlait très bien, ce jeune à la conférence inaugurale, les territoires, les acteurs, le local, tous ces liens, tous ces réseaux qui font la différence. Voilà. Merci. Merci Catherine Trouvet. Didier Bazzocchi, vous êtes directeur général de MMA, du groupe Covea, au croisement entre assurance, solidarité. Vous êtes bien placé pour nous dire que la santé n'est pas un bien comme les autres. Est-ce que vous aussi, vous avez tiré des leçons et peut-être comme racontait tout à l'heure Catherine Trouvet, l'idée qu'il faut repenser aussi, même pour vous en tant qu'acteur, de la santé, votre vision et votre manière d'aborder ce grand dilemme. Oui, bonjour. Nous sommes en effet avant tout, nous, un assureur de particuliers, mais aussi de pros et d'entreprises sur des risques industriels, sur des responsabilités civiles. Et donc nous avons été confrontés pendant cette crise économique à l'arrêt d'activité d'un grand nombre de nos assurés. Et d'ailleurs, je profite pour dire ici, contrairement à l'image que peuvent avoir les assureurs en général, que nous avons fait preuve d'une solidarité importante puisque nous avons aidé en France 63 000 entreprises. Nous avons attribué 230 millions d'euros d'aide sans contrepartie à ces petites entreprises qui étaient à l'arrêt et en grande difficulté avant que les aides d'État se mettent en place. Et le groupe Covea, d'une manière générale, a contribué à plus de 450 millions d'euros à tout ça. Donc, ce qui veut dire bien qu'en réalité, les acteurs de la vie civile, les entreprises, ne sont pas étrangers, et d'ailleurs le représentant du LEM le disait tout à l'heure, ne sont pas étrangers à cet effort colossal qui a mobilisé l'ensemble du tissu économique, l'ensemble de la société, pour combattre ce nouveau fléau, qui était un nouveau fléau qui nous a tous surpris parce que nous avons redécouvert la société du risque. Nous avions perdu ça, nous étions dans une société du risque zéro, et tout d'un coup, ce mythe-là, ce paradigme-là est tombé. Et la théorie économique a écrit beaucoup de choses sur ce qu'est la santé. C'est un bien commun. Nous avons concrètement perçu que c'était un bien commun. Alors la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'État a été omniprésent, et globalement, il a bien fait le job. L'État a été très présent pour intervenir massivement dans ces moments-là. La question qu'on doit se poser, me semble-t-il, et notamment, et comme le disait Christine Lagarde, peut-être avant l'arrivée d'une autre pandémie, c'est quels sont les dispositifs de financement, d'organisation qui nous permettent de trouver un bon équilibre entre ce qui doit être la nécessaire solidarité nationale, qui est un élément de l'économie puisque c'est un élément de la confiance, et puis la nécessaire liberté économique pour l'ensemble des acteurs. Je voudrais préciser d'ailleurs des chiffres qu'on oublie parfois de rappeler. C'est que bien évidemment, quand on dit santé ou économie, dilemme impossible, la santé a été un des éléments importants de nos économies. 18% du PIB aux États-Unis, 11% en France,
9% en Grande-Bretagne, c'est plus l'Europe, mais quand même, 9% en Espagne. Vous voyez, ce sont des éléments tout à fait déterminants. Et donc l'économie de la santé est bien un élément central dans notre économie. Et donc ce dilemme, finalement, il n'est pas si arbitrable que ça. Pour moi, il n'y a pas de dilemme. Mais la question qui va se poser maintenant, et je pense que à la fois nos représentants de l'industrie et de la recherche vont en parler, c'est que nos systèmes collectifs de solidarité sont soumis à des pressions très fortes, que ce soit le vieillissement de la population, bien entendu, que ce soit les nouvelles thérapies, et probablement nos collègues parleront de thérapie génique tout à l'heure, et du coût de la thérapie génique, et puis aussi une demande qui est une demande de confort de la part de la population. Au fond, en France, qui est un pays très redistributif, pour les économistes, avec un indice de Gini qui est quand même confortable, hein, puisqu'il est système d'égalité et très confortable en Europe. En France, donc, le système public couvre 78% de la dépense. On est un des pays où le reste à charge des ménages est le plus bas pour se soigner. Et pour autant, il y a des inégalités d'accès aux soins qui sont d'ordre géographique, qui font partie du gradient social. Et on voit bien que ce n'est pas en rajoutant de l'argent public forcément qu'on va régler ces problèmes-là. C'est peut-être en l'utilisant différemment. Et ça soulève un certain nombre de questions, donc peut-être on aura le temps de parler. Ça soulève la question du rôle respectif du système public de solidarité qui est indispensable, qu'il faut évidemment maintenir en l'état et à un niveau d'intervention élevé. C'est le cas dans tous nos pays européens, et d'ailleurs même d'une certaine manière dans les pays les plus libéraux. Medicare, Medicaid, je crois aux États-Unis, c'est 40% de l'économie de la santé, me semble-t-il me souvenir. Il faut maintenir ça à un niveau, et pour autant, face à des défis d'avenir de financement, il faut probablement, non pas le libéraliser, mais libérer un certain nombre d'énergies. Il y a des besoins d'investissement considérables dans l'innovation, qu'elle soit organisationnelle ou technologique et pharmaceutique. Il y a des besoins considérables d'accès aux soins pour un certain nombre de populations. On l'a vu en France, dans les zones géographiques isolées. Eh bien, ça pose des questions importantes sur la gouvernance du système. Et comme le disait Catherine tout à l'heure, bien sûr, la vie civile doit trouver son rôle, que ce soit les entreprises, à travers les systèmes de protection sociale, les branches professionnelles, que ce soit évidemment les ménages qui ont une part à jouer là, et que ce soit aussi les régions. La question des régions est régulièrement évoquée. Elle est importante parce que c'est au niveau de la région probablement qu'on a le meilleur contact avec les réalités de proximité, les approches populationnelles qui permettent de détecter des insuffisances dans l'accès aux soins, de susciter des organisations, voire des financements qui sont adaptés aux besoins des populations pour garantir une universalité de l'accès aux soins essentiels. Donc ça, ce sont des questions qui sont devant nous, puisque jusqu'à maintenant, au fond, on a pu y faire face. On y a fait face pendant la crise avec de la dette, et il fallait le faire, mais face aux tensions qui vont émerger dans les systèmes de financement du fait des trois phénomènes que j'ai cités tout à l'heure, face aux inégalités rémanentes qui existent dans notre pays et probablement dans d'autres pays voisins sur l'accès aux soins, ces questions-là doivent maintenant être posées. Et donc, État, bien sûr, garant de la solidarité, mais aussi région, mais aussi entreprises, branches professionnelles et bien sûr, assureurs santé. Tout ça doit être pensé un peu différemment pour libérer des énergies et susciter l'innovation, parce qu'on constate quand même que l'innovation, qu'elle soit organisationnelle ou d'accompagnement thérapeutique, est tout à fait insuffisante, mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, tout à l'heure. Merci Didier Bazocchi. On a la chance d'avoir deux invités qui nous permettent aussi d'élargir un peu notre discussion au cadre européen. Salvador Illa a été ministre de la Santé jusqu'en janvier en Espagne. Et je voudrais lui demander justement de nous raconter un peu les choix qui ont été les siens au gouvernement, les choix qu'a fait l'Espagne qui, si je ne me trompe pas, a eu par exemple un premier confinement très très strict, et par contre au printemps dernier l'Espagne avait choisi une approche moins stricte que celle d'autres pays en Europe. Quelles sont un peu les réflexions qui sont derrière ces choix, et vous aussi, quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre expérience au gouvernement? Merci. Bon après-midi, nous, en Espagne, dès les premiers moments, on a fait trois choix décisifs pour confronter le Covid-19. Le premier choix, c'est de suivre la science, donc une approche scientifique, et d'être très, très proche
nos spécialistes en épidémiologie pour suivre ces recommandations. Le second choix a été de faire davantage une approche pour la santé, de respecter la santé et de sauver des vies, et de prendre toutes les décisions dans nos cadres constitutionnels pour sauver les vies des citoyens espagnols. Et le troisième choix a été d'être très transparent avec la population et d'expliquer les raisons, les informations qu'on avait et qui nous conduisaient à prendre des décisions très strictes. Donc, quand on a eu d'informations additionnelles et on a eu l'occasion de raffiner nos décisions, on a essayé de prendre des décisions moins strictes pour la population. Certainement, les premiers jours, le 14 mars, on a pris une décision très stricte, un confinement très sévère, et puisqu'on a expliqué les raisons à la population espagnole, on doit dire que les citoyens espagnols ont suivi nos recommandations et nos décisions d'une manière très stricte. On a reconnu les comportements exemplaires de la population espagnole. Après, dans une seconde étape, on a choisi une approche plus fédérale, puisqu'en Espagne, l'administration de la santé est très décentralisée. Et on a reconnu le rôle des régions espagnoles, des communautés autonomes, et on a fait une approximation très fédérale avec la co-gouvernance avec les régions espagnoles. Et toujours, on a suivi les recommandations de la science. Dans mon point de vue, il n'y a pas un dilemme entre santé et économie, parce que sans santé, il n'y a pas d'économie. Et de l'autre côté, l'économie est le déterminant social plus important de la santé. Donc, les sociétés riches ont plus de santé que les sociétés pauvres. Donc, on a essayé de prendre toujours des décisions pour sauver des vies, mais en respectant le maximum possible l'activité économique. Il y a un minimum d'activité économique qui est nécessaire pour le fonctionnement même de la santé publique, mais aussi pour avoir les biens nécessaires pour vivre. Et au fur et à mesure qu'on a eu l'occasion, on a essayé un désescalage de notre confinement pour mettre en fonctionnement l'économie espagnole. En Espagne, comme toute l'Europe et tout le monde, on a eu plusieurs approximations de Covid-19, mais chaque approximation a été inférieure à la première du mois de mars et avril et mai de l'année dernière. À ce moment-là, grâce à la vaccination, une approche européenne très risible, à mon avis, on a plus de la moitié de la population espagnole avec une dose de vaccin et presque 40% de la population avec les 2 doses de vaccin. Donc, on est en train de mettre en fonctionnement l'économie à un rythme supérieur, mais encore avec beaucoup de prudence et encore avec une partie importante de la population espagnole, les gens au-dessous de 40 ans qui sont toujours encore en train d'avoir la vaccination. Donc, les 3 idées fondamentales, à mon avis, ce sont approche scientifique, expliquer aux citoyens les raisons pour lesquelles on a pris les décisions, et l'objectif essentiel, c'est de sauver des vies des citoyens espagnols. Merci Salvador Illa. José Vieira da Silva a été aussi ancien ministre du Travail au Portugal. Bonjour, vous êtes aussi directeur de la Fondation Res Publica. Tout simplement, à vous aussi, si vous pouvez nous donner quelques réflexions de l'expérience que vous avez faite au Portugal dans cet arbitrage impossible ou pas entre santé et économie. Bonjour, merci par l'invitation. Mes saluts.
je crois que c'est important de rappeler la nature de la crise qu'on vit à ce moment. C'est une crise tout à fait nouvelle, différente. C'est une crise qui a des impacts directs sur les marchés avant des politiques publiques. C'est une crise de nature globale, c'est une pandémie globale avec une vitesse très grande. C'est une crise qui a une dimension qui, depuis les premiers mois de 2020, la plupart des pays, notamment dans l'Union européenne, ont adopté des politiques de distanciation sociale, réduction des risques de contamination, qui ont pour effet immédiat aggravé la crise économique. Je crois que l'idée fondamentale, c'est le point clé, le point critique, c'est essayer de gagner du temps pour avoir une réponse plus forte, plus efficace, et dans cette forme de créer les conditions pour le relancement de l'économie aussi. Je crois que les raisons de notre politique, avec les différences parmi les pays, ne sont pas seulement les raisons de la santé, de sauver les vies, mais aussi les raisons de l'économie pour la gestion de degré d'ouverture de l'économie et de la vie sociale ne peuvent pas s'expliquer uniquement par la dynamique de la santé, mais aussi une gestion éminemment tactique, soutenue par le volumineux programme de soutien économique et financier, et pour essayer de rendre plus loin d'une destruction massive d'une partie du potentiel productif et des compétences, les skills associés à la crise. Dans ce temps, je veux parler surtout du futur. Nous vivons encore un équilibre toujours précaire. Il semble aujourd'hui incontestable que nous sommes encore loin de stabiliser une réalité sanitaire, économique et sociale post-Covid. L'absence de contrôle de la pandémie dans certaines régions du monde, la dynamique de la mutation du virus, les défis posés à l'efficacité de la vaccination semblent montrer que la régulation des relations économiques au niveau international, national et régional sera encore très exigeante. L'expérience nous montre que tant que la réalité extérieure de la plupart des pays reste menaçante, le retour partiel des mesures restrictives continuera à conditionner la reprise économique et, en particulier, les perspectives des agents économiques. Une question très importante, comment gérer la fatigue sociale et l'incertitude. Mais je crois que nous devons nous centrer au futur. Et au futur, je crois que la récupération économique se développe alors la pandémie est loin d'être maîtrisée au niveau mondial. Par exemple, les programmes de relance lancés dans l'Union européenne nécessitent d'une compréhension claire des priorités. Une reprise des investissements publics avec un signal fort de renforcement général de la performance des services de santé, des équipements et services sociaux fortement touchés par la crise, une attention particulière au système d'éducation et de formation combinant la récupération d'apprentissage avec la reconversion imposée par les défis technologiques et écologiques, et des politiques soutenues de création ou de reprise d'emplois, minimisant les risques de fractures sociales dans les régions présentant des faiblesses structurelles. Renforcement de la capacité de coopération européenne, c'est une question claire dans le domaine critique,
promotion, c'est une de votre question, équilibrer l'autonomie stratégique de l'Europe sans tendance protectionniste, mais avec une valorisation de notre autonomie. Je crois, pour finaliser, que le conflit entre santé et économie, ce n'est pas une nouveauté, mais plutôt un retour bien que sur un ton très fort à la vieille contradiction entre les priorités sociales et celles du marché. L'évidence que cette fois, la défense de l'intérêt commun, voire l'intérêt économique, implique de donner la priorité à la préservation de l'efficacité des systèmes de protection de la vie. Cette compréhension n'est pas toujours intuitive. Elle exige une gestion prudente, équilibrée, fondée et transparente. Certainement, ce n'est pas une des missions les plus faciles. Merci. Merci, José Vieira da Silva. Paul Hudson, vous êtes directeur général de Sanofi. On vous attendait beaucoup pour le vaccin avec beaucoup d'espoir et ça va arriver, vous allez nous le dire. Mais déjà, répondez-nous à votre manière sur cette question auquel nous essayons de réfléchir depuis le début, le dilemme entre santé et économie. Est-ce que pour une grande entreprise, un grand groupe comme le vôtre, vous avez en quelque sorte appris aussi des choses depuis le début de cette crise? Eh bien, merci et merci de m'avoir invité à m'adresser à vous. Nous avons énormément appris comme entreprise. Peut-être un commentaire sur notre propre vaccin, alors que nous avons été retardés dans les stades de développement pour s'assurer que notre sécurité et efficacité étaient parfaites. Vous voyez ce qui se passe parce que les gens commencent à choisir leur vaccin. Nous savons que nous allons être sur le marché d'ici la fin de l'année et que nous allons jouer un rôle très important pour la troisième vague. Pour le troisième vaccin, parce que je pense que vous êtes tous conscients que nous avons tous eu 2 doses et nous aurons une 3e dose d'ici la fin de l'année. Et nous pensons que le virus va circuler en 2022, 2023 et peut-être en 2024 dans certains endroits. Si cette réunion n'aurait pas lieu sans les vaccins, ce serait virtuel. Et là où j'étais l'année dernière, pas aussi joli ni aussi chaud d'ailleurs. Je pense que ça n'a jamais, la question de l'économie et de la santé n'a jamais vraiment été un sujet de discussion lors de la pandémie. Les personnes de ma famille me disaient quand est-ce qu'on aura un vaccin, qu'est-ce que l'on fait, il faut revenir à la normale. La question est devenue réelle et c'était une question quotidienne pour tout le monde. Le relâchement du confinement pour faire revivre l'économie n'a été possible grâce aux vaccins, puisque les vaccins ont été produits en 12 ou 24 mois et cela prend généralement 10 ans. Et donc, nous avons pu réduire le chiffre R et réduire le nombre de cas. Et ça, c'est très important lorsque nous sommes dans une entreprise qui a des objectifs tels que nous. Une raison d'être. Mais cela fait des années. Dans mon industrie, la santé et l'économie a été une question quotidienne. 50% des nouveau-nés sont admis dans les services de soins intensifs aux États-Unis ou admis en détresse respiratoire. Il y a un traitement qui existe pour le prévenir, mais payer pour la prévention des maladies est considéré comme un coût qui n'est pas supporté par toutes les sociétés. Cette question est devenue plus pertinente étant donné la pandémie, mais on le voit partout. 1 demi-million de personnes meurent de la grippe chaque année. 11 000 sont ici en France. Les vaccins coûtent moins de 10 € dans beaucoup de cas. Quelqu'un doit faire un choix pour que ce vaccin soit disponible. Les patients doivent être motivés à vouloir à se protéger.
la gestion de la santé de la population est la nouvelle bataille. Après cette pandémie, le niveau de compréhension est incroyable. Nous avons l'opportunité de faire quelque chose pour protéger la vie de beaucoup de personnes. Après l'eau propre, l'eau potable, les vaccins, c'est ce que l'on peut apporter de mieux aux populations. Donc, on pense que les avis vont changer. Donc, juste avant la pandémie, on a juste entendu parler de anciens ministres de la Santé. La plupart des ministres auraient dit que nous avons un manque de médicaments chroniques puisqu'on leur fait fabriquer en Inde et en Chine. Et pendant la pandémie, ils n'étaient pas disponibles. Les principes actifs étaient produits ailleurs pendant qu'on attendait le vaccin. Et beaucoup de personnes ont été privées de leur traitement contre l'hypertension. Donc, il faut une gestion à long terme pour la santé, s'assurer que les médicaments soient disponibles dans la région. Et notre entreprise cherche à faire cela, mais on a commencé avec l'idée que ce n'était pas acceptable que ces médicaments ne soient pas disponibles. Et après, la collaboration que nous avons appris à réaliser entre les différentes entreprises, un nombre d'appels que j'ai fait avec le président de l'Union européenne, le chancelier Merkel, le président Macron, tout le monde. C'était qu'est-ce que nous pouvons faire, comment collaborer, comment amener les agences de santé autour de la table afin que les médicaments soient disponibles, même s'ils ne sont pas approuvés pour traiter la COVID. Et nous avons pris un pas en avant dans un esprit de collaboration. Donc, plus de 10 ans pour inventer et approuver un nouveau médicament. 3 ans. Ça fait 3 ans, on attend 3 ans pour attendre une réponse de la FDA. Donc, réfléchissez-y. Pendant la pandémie, tout cela est balayé. Notre aspiration est que cette urgence soit préservée et que nous vivons pour amener cette urgence au cancer pancréatique, à d'autres maladies où il y a un besoin urgent. C'est impardonnable d'avoir de tels délais. Et dernièrement, les partenariats publics-privés, l'industrie, les académiques, ce que nous avons vu, que ce soit toutes les choses que nous avons faites ont été incroyables. En temps réel, ça a été époustouflant. Pour nous ici en France en particulier, nous avons l'objectif de nous réunir avec le président Macron et nous allons l'annoncer mardi lors de la santé 2020 au lycée. On va rassembler Sanofi, Paris-Saclay, Polytechnique et d'autres grandes écoles pour que la science informatique puisse nous aider à avancer plus rapidement. Nous avons besoin surtout de la collaboration pour et besoin de tout le monde pour maintenir l'urgence, parce qu'une fois que l'on reviendra à la normale, il faudra se rappeler combien nous avons perdu de vie, ce que l'on aurait pu faire différemment et amener cette urgence à l'innovation, afin que nous ayons une souveraineté de la santé et que la santé ne soit pas une question de commerce. Je vous prie de lever la main. Il y a quelqu'un ici. Faut vraiment être rapide. S'il y a plusieurs questions, on les prend ensemble. On va prendre. Il y a 2 questions, on les prendra ensemble parce qu'on n'aura pas énormément de temps pour répondre. Merci. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup à tous pour vos interventions riches en enseignements. J'avais une petite question sur le fait qu'a priori une entreprise en bonne santé fonctionne aussi sur la santé de ses salariés. Est-ce que vous pensez qu'il soit de la responsabilité des employeurs de s'engager vers une meilleure prise en charge des soins médicaux, notamment les soins qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale? On prenait tout à l'heure l'exemple de la santé mentale. Je pense que c'est un exemple pour lequel ça s'applique particulièrement. D'accord, merci. Je vais prendre les questions, comme ça on pourra répondre à la... Alors justement, moi, dans le prolongement de cette question, comme il y a 2 assureurs à cette table ronde, ma question, c'est justement l'acception de la santé au travail, et notamment de la santé mentale, va-t-elle de fait puis de droit, en réalité, modifier, élargir la responsabilité de l'entreprise, et par capillarité, en fait, élargir, donc modifier de manière significative, le risque assurance en santé des entreprises, en santé collective. Est-ce qu'on... Pardon, merci. Catherine Trouet, Didier Bazzochi. Oui, je pense que ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est la fin de la dissociation des différentes facettes d'une personne. C'est-à-dire, on n'est pas salarié à 8 heures le matin, puis ceci, puis cela.
Et du coup, la question de la santé mentale, elle est complexe parce qu'elle adresse justement l'intersection de tout ça. La même personne dans la même situation professionnelle réagira de façon très différente. Donc, les questions de responsabilité, c'est plutôt mon voisin qui en est le spécialiste. Donc, ça sera intéressant de l'écouter réagir là-dessus. Mais je vois beaucoup de complexité. Par contre, que les entreprises et les branches professionnelles se sentent concernées et en situation de devoir amener des réponses. Et du coup, ça me permet d'aller sur votre question. Je ne crois pas que ce soit au niveau de l'entreprise que la question du financement puisse se poser. C'est le principe de base de l'assurance, fréquence fois intensité. Il faut des populations larges pour pouvoir... donc c'est forcément... il y a des organismes qui sont là pour ça. Ça s'appelle des compagnies d'assurance ou des mutuelles. Voilà. Et puis, il y a également la question des branches, des grands comptes, etc. Donc c'est toute l'organisation dont parlait Didier tout à l'heure. Mais le faire au niveau seulement d'une entreprise, c'est ne parler que des grandes et oublier tout le tissu économique qui est constitué de toutes les PME et des employeurs individuels, etc. Merci Didier Bazocchi et Paul Hodgson à la suite. Un mot pour compléter ce que dit Catherine. D'abord, en droit du travail français, vous le savez, les employeurs ont une responsabilité importante, pénale, sur la protection de la santé de leurs salariés. Et toutes les grandes entreprises font très attention à ça. C'est une condition nécessaire, non suffisante, bien entendu. Et dès lors que les citoyens, les acteurs de la vie sociale ne veulent pas un t-shirt à taille unique, en quelque sorte, que serait un système universel de sécurité sociale, comme on peut trouver encore aujourd'hui d'ailleurs dans certains pays voisins, Grande-Bretagne par exemple, dès lors qu'on ne veut pas ça, il faut accepter qu'il y a d'une entreprise à l'autre, d'une branche professionnelle à l'autre, des écarts, et ces écarts, ils sont justifiés par, bien sûr, la capacité de financement des entreprises, puisqu'elles ne peuvent pas financer des systèmes de protection sociale au-delà de ce que leur propre équilibre économique le permet. Mais ces écarts, ils sont aussi justifiés par les conditions de travail, la situation professionnelle des salariés de cette branche professionnelle de cette entreprise. Et c'est ça qui fait la richesse de ce niveau de solidarité professionnelle intermédiaire entre la solidarité nationale de l'État et puis ensuite la responsabilité individuelle de chacun, bien entendu, qui est apte à gérer plus ou moins bien son capital santé. Ce que je voudrais dire par là, c'est que ces branches professionnelles, ce tissu social, il a un rôle extrêmement important et il faut accepter que tout ne soit pas identique parce que sinon on fait un système national et vous regardez les NHS, ce n'est pas toujours l'idéal non plus. Et bien entendu, pour ceux qui n'ont pas accès à ces systèmes-là, et c'est un élément tout à fait important de la solidarité et donc de la confiance et de ce qui fait le lien social, il faut des systèmes publics, bien entendu, qui permettent d'organiser de l'accès aux soins de proximité, des soins primaires. Et je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'entre nous pensent qu'une implication plus importante des régions serait tout à fait bénéfique pour gouverner cet accès aux soins primaires pour ceux qui ne sont pas couverts par leur entreprise. Paul Hodgson, et je laisserai le mot de la fin à Natacha Valla parce qu'on s'approche de la conclusion. Merci. Alors, ce sont de très belles réponses, mais moi je suis beaucoup plus pratique puisque je suis une grande entreprise. Nous avons 100 000 personnes qui travaillent dans le monde, nous en avons 35 000 personnes en France et 20 000 personnes sont venues travailler tous les jours pendant la pandémie. Et en fait, ils sont allés vers un site manufacturier, elles ont été dans les laboratoires, elles ont créé des produits pour lutter contre le cancer des seins, le cancer des poumons. Donc, nous avions des employés qui devaient assurer les soins et puis bien sûr il fallait respecter la distanciation sociale et nous y sommes parvenus et je dois dire que c'était essentiel. Comme vous l'avez dit, il y a une responsabilité que nous devons endosser, mais pendant la pandémie c'était un double défi. Alors maintenant nous vivons dans un monde Zoom. La santé mentale est devenue une composante, c'est une véritable gageure bien plus qu'on ne l'imaginait et en fait il y a des personnes qui peuvent prétendre qu'elles aillent bien face à un écran sur Zoom. Et lorsque l'on est sur site, c'est beaucoup plus différent de simuler quand on ne va pas bien. Mais en fait, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les personnes reçoivent une aide extérieure. Et beaucoup de petites personnes dans les appartements ont eu du mal, étaient à la peine. Et donc, en fait, ce qui est important, c'était que les personnes aillent dans un espace plus grand et respirer. Et je pense que les
il y a beaucoup de débats. Est-ce que vous allez travailler 2 jours ou pas, 3 jours ou pas, 4 jours ou pas? Est-ce que vous allez avoir un système hybride? Et les gens se posent les mauvaises questions. La question est simple. Pourquoi devez-vous aller au travail? Quel type de travail allez-vous faire? Qui est important? Pourquoi est-ce important d'être en face à face? Le travail d'équipe, le brainstorming, manger ensemble, travailler ensemble, s'occuper les uns des autres. En fait, ce sont des nouvelles responsabilités d'entreprise. En fait, il faut s'occuper des autres. Il faut s'occuper de nos employés. On ne peut pas faire cela à distance. Il faut des contacts en personne. Il faut que les gens se touchent, se tombent dans les bras. Et tout ça, c'est important. Et notamment lorsque les personnes ont été absentes des bureaux, il faut se pencher sur les nouvelles capacités de leadership qui créent des compétences et des environnements pour le développement mental, pour une bonne santé mentale. Et il faut ce contact humain. En fait, il ne faut pas laisser de côté tous ces aspects des choses quand on pense à l'avenir. Les positions très riches. On a eu peu d'interactions, mais les positions étaient très riches. J'en tire trois grands messages. La première sur les politiques publiques. La pensée de long terme dans la gestion du système de santé, c'est absolument essentiel. Et là, je pense que c'est une leçon qui a pu être tirée mondialement. Écoutez la science. Je crois que le message a été univoque. Et on peut en tirer des leçons aussi sur les politiques qui ont été conduites dans les différents pays. Deuxième point, la proximité situationnelle. J'ai trouvé cette dimension régionale finalement très peu commentée, mais en réalité qui imbrique la question de la santé à celle de la territorialité. Et je pense que c'est une piste de réflexion importante pour le futur. Et enfin, troisième point, la société du risque, les nouveaux risques. Alors, c'est des nouveaux risques qui n'en sont pas vraiment, parce que la santé mentale, c'était une question qui existait auparavant, mais ça émerge d'une façon différente. Qu'est-ce qui est assurable? Quel est l'univers d'assurabilité dans la santé? C'est une redéfinition à faire. Et puis enfin, le dernier mot, c'est caring for each other and facing each other. Donc ça, c'est vraiment le message d'espoir pour demain. Merci à tous, merci aux intervenants.